Avant le mariage, mon mari me tenait tendrement les mains et jurait qu'il traiterait mes parents comme les siens. Quelle ironie! Le mois dernier, quand mon père est tombé malade et a été hospitalisé, il ne lui a même pas apporté une corbeille de fruits. Mais ce mois-ci, il a exigé, avec une assurance déconcertante, que je débourse 10 000 €. Voyez-vous, il fallait organiser un anniversaire somptueux pour sa mère, dans le meilleur restaurant du centre de Paris. J'ai ravalé toute ma colère et, avec un sourire éclatant, j'ai répondu que je me chargerais des préparatifs. Juste après cela, j'ai acheté un billet aller simple pour Tahiti. Lorsque son smartphone vibra sur le bureau, Amélie vérifiait justement le rapport financier de ce mois. L'écran affichait le numéro de sa voisine de Marseille. Amélie décrocha et pressa fermement le téléphone contre son oreille. « Ma petite Amélie, tu dois venir d'urgence. Ton père vient d'être emmené par le SAMU. Il s'est soudainement tenu le ventre, et a commencé à se tordre de douleur sur le sol. Les médecins parlent d'une appendicite aiguë, une opération immédiate est nécessaire. Ta mère tient à peine debout, elle pleure toute seule dans le couloir de l'hôpital, et elle ne sait plus quoi faire. » La voix de la voisine était tremblante d'inquiétude. En arrière-plan, on devinait vaguement les bruits agités des urgences, ainsi que le bip constant des équipements médicaux. Oui, j'ai compris. Je vais acheter tout de suite un billet pour le prochain TGV, et j'arrive. S'il vous plaît, restez avec ma mère jusqu'à mon arrivée. Je vous en supplie. Amélie raccrocha et se leva brusquement, son genou heurtant le tiroir du bureau avec un bruit sourd. Ignorant la douleur, elle attrapa son manteau et son sac, puis se dirigea d'un pas décidé vers le bureau de son patron. Monsieur Durand, mon père, qui vit à Marseille, est soudainement tombé gravement malade. Il doit subir une opération en urgence. J'ai besoin de prendre quelques jours de congé. En voyant le visage pâle d'Amélie, le patron approuva sa demande dans le système interne, sans poser de questions inutiles. Lorsqu'elle sortit de l'immeuble de bureau, le vent glacial de Paris lui fouetta le visage, la ramenant à la réalité. Debout sur le trottoir, essayant de héler un taxi, elle ouvrit l'application de réservation avec des doigts tremblants, et acheta un billet de TGV pour Marseille, avec un départ prévu dans 1 heure. Une fois assise dans le taxi, Amélie prit une profonde inspiration et appela son mari, Damien. Après de longues sonneries, il daigna enfin répondre. En bruit de fond, on entendait le cliquetis incessant d'un clavier. Quoi? Je suis en train de finir un rapport. Tu m'as fait perdre le fil de mes pensées, lâcha Damien, la voix pleine d'irritation. Mon père a fait une crise d'appendicite aiguë. Il est actuellement à l'hôpital, à Marseille, et se prépare pour l'opération. J'ai pris des congés et je suis déjà en route pour la gare. Je vais devoir rester chez mes parents quelques jours, pour m'occuper de lui. Le bruit du clavier s'arrêta net. À Marseille? Le ton de Damien monta d'un cran. Mais si tu pars, qui va me préparer le dîner? Et qui va s'occuper de mon linge, pendant tous ces jours? Les doigts d'Amélie, crispés sur son smartphone, blanchirent l'espace d'un instant. Elle regardait les paysages urbains défiler par la vitre du taxi, tandis qu'une boule se formait dans sa gorge. Mon père est au bloc opératoire en ce moment même. Il a 65 ans, et il souffre en plus d'hypertension. J'y vais parce qu'il se fait opérer, dit-elle. Amélie s'efforçait de garder son sang-froid, articulant chaque mot de manière claire et précise. Oh, ça va, ce n'est qu'une appendicite, pas une maladie mortelle. À l'autre bout du fil, on entendit le grincement d'une chaise que l'on recule, suivi d'un long soupir exaspéré. Les hôpitaux sont remplis de médecins et d'infirmières. Et puis, ta mère est là-bas, tu viens de le dire. Pourquoi as-tu besoin de te traîner jusque-là? Tu crois que ton arrivée va aider ton père à guérir plus vite? Je deviens fou au travail, je passe mon temps à courber l'échine devant tout le monde, et maintenant, je n'aurai même plus de dîner chaud à la maison. Tu pourrais, pour une fois, faire en sorte que ça m'arrange, moi? Du début à la fin de la conversation, il n'avait pas demandé une seule fois dans quel hôpital se trouvait son beau-père, ni si l'opération était risquée. Quant à l'idée de l'accompagner à Marseille pour lui rendre visite, il n'en fut même pas question.
Amélie ferma les yeux et s'adossa au siège de la voiture. Il y a des raviolis dans le congélateur. Fais-les réchauffer au micro-ondes. Mets le linge sale dans le panier, je m'en occuperai à mon retour. Elle ne voulait plus entendre ces jérémiades, et elle raccrocha tout simplement. Amélie passa une nuit atroce, assise sur une chaise inconfortable dans les couloirs de l'hôpital marseillais. L'opération fut un succès, mais son père, à son réveil de l'anesthésie, se plaignait constamment de douleurs. Sa mère, qui n'avait pas fermé l'œil de la nuit à cause de l'angoisse, était également à bout de nerfs. À cause de l'épuisement, sa tension artérielle avait grimpé. Amélie dut courir sans arrêt, entre la chambre et le poste des infirmières, pour s'occuper d'une multitude de détails, payer à la caisse, récupérer les médicaments, apporter de l'eau, vider le bassin. Pendant toute une semaine, elle dormit par bribes, sur un lit de camp étroit réservé aux accompagnants, juste à côté du lit de son père. Son smartphone, posé silencieusement sur la table de chevet, resta muet. Elle ne reçut que quelques messages de ses collègues de travail, et aucune autre notification. De la part de Damien, il n'y eut pas le moindre appel, pas même un message formel pour demander des nouvelles de son beau-père. Le jour de la sortie de son père, Amélie ramena ses parents chez eux et les aida à défaire leurs affaires. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, sa mère lui prit fermement la main, glissant quelques pommes, soigneusement lavées, dans son sac. Damien doit être épuisé par son travail, lui aussi. Il est très occupé, c'est pour ça qu'il n'a pas pu venir. Ne lui en veux pas, rentre vite à la maison. Ce n'est pas la peine de te fâcher avec ta belle famille pour si peu. Je me débrouillerai toute seule ici, ne t'inquiète pas. Dans les yeux fatigués de sa mère, on pouvait lire une peur timide. Amélie regarda en silence ses cheveux grisonnants. Ensuite, elle sortit les pommes de son sac et les reposa sur la table. Je ne les aime pas. J'y vais. Maman, s'il te plaît, veille à ce que papa ne mange rien d'épicé pour l'instant. Elle tourna les talons et franchit la porte d'un pas résolu. Lorsqu'elle atteignit son appartement parisien, il était déjà plus de 20 heures. Amélie composa le code, et la serrure s'ouvrit avec un petit bip joyeux. À peine eut-elle franchi le seuil, qu'un air chaud et confiné la frappa au visage. S'y mêlait l'odeur aigre des poubelles qui n'avaient pas été vidées. Dans l'entrée, les chaussures et les baskets de Damien traînaient en désordre, tandis que sur la table basse du salon, s'entassait une véritable montagne de barquettes de nourriture à moitié pleines, de canettes de bière vides, et de serviettes en papier froissé. À la télévision, passait une émission de divertissement bruyante. Vêtu d'un pyjama détendu, Damien était avachi sur le canapé, totalement absorbé par un jeu sur son smartphone. Il ne tourna même pas la tête au bruit de la porte. « Ah, tu arrives juste à temps. Je meurs de soif. Apporte-moi de l'eau. » Amélie, sans même retirer ses chaussures, se tenait dans l'entrée. Elle contemplait cette porcherie en silence. La lanière de son lourd sac de voyage lui cisaillait l'épaule. « Bah quoi, pourquoi tu fais cette tête ? Je sors tout juste de l'hôpital, je viens de passer 3 heures dans le TGV. Et alors ? » Damien détacha enfin les yeux de son écran, s'assit et fronça les sourcils. « Pendant ton absence, je me suis nourri exclusivement de livraisons, pendant une semaine entière. J'ai déjà des brûlures d'estomac. Qu'y a-t-il de si terrible à me chercher un verre d'eau ? Pourquoi tu fais cette grimace, on dirait que tu as avalé un citron. » Il jeta son smartphone sur le canapé, traînant des pieds dans ses chaussons, il se dirigea vers la cuisine, se servit de l'eau lui-même, et la but d'un trait. Puis, il se retourna brusquement, fixant Amélie. « Puisque tu es là, passons directement aux choses sérieuses. Le mois prochain, c'est l'anniversaire de ma mère, ses 60 ans. C'est l'événement majeur de l'année pour notre famille, il faut fêter ça en grand. » Il retourna dans le salon, donnant au passage un coup de pied dans une canette vide. Sa voix résonnait d'une assurance inébranlable. « Je me suis déjà renseigné. Il y a un excellent restaurant gastronomique français dans le centre. Très spacieux, avec une décoration luxueuse. En comptant la famille et les amis de la paroisse de maman. Ça fera bien dans les 70 ou 80 personnes. La location de la salle, le repas,
plus les cadeaux pour les invités. J'ai fait le calcul. Il nous faut 10 000 €. Amélie restait immobile, figée sur place. Le sac, qui pesait sur son épaule, lui semblait d'une lourdeur insoutenable. 10 000 €? Tu as bien tes économies, celles que tu as mises de côté avant notre mariage. Eh bien, c'est justement fait pour ce genre d'occasion. Maman a sacrifié tellement d'énergie pour Marine et moi. Un 60e anniversaire, ça n'arrive qu'une fois dans une vie. En tant que belle-fille, il est de ton devoir de payer pour cette fête, pour lui témoigner ton respect. C'est la moindre des choses, non? Dès demain, transfère l'argent sur mon compte. J'irai réserver le restaurant. Amélie fixait intensément l'homme qui se tenait devant elle. C'était cette même personne qui, 3 ans plus tôt, le jour de leur mariage, serrait les mains de ses parents avec des yeux brillants, en jurant qu'il prendrait soin d'eux comme de ses propres parents. Mon père a passé une semaine à l'hôpital après son opération. Tu n'as pas appelé une seule fois, tu n'as pas écrit le moindre mot, tu n'as même pas apporté une corbeille de fruits, dit Amélie d'une voix extrêmement calme, mais qui résonna avec froideur dans ce salon encombré. Et maintenant, tu exiges que je donne toutes mes économies de jeune fille, pour payer le somptueux anniversaire de ta mère? Damien, est-ce là le fameux serment que tu avais fait à mes parents? Le visage de Damien devint cramoisi. Il passa nerveusement la main dans ses cheveux, et haussa le ton. Mais pourquoi es-tu aussi mesquine et calculatrice? Ton père a été soigné par des médecins à l'hôpital. Ils ont fait le nécessaire, et il est déjà rentré chez lui. As-tu vraiment besoin de me le jeter au visage à un moment pareil, juste pour faire mal? Il pointa le doigt vers elle, la regardant comme si elle avait perdu la raison. Tu ignores à quel point ma mère a eu une vie difficile? Marine n'a toujours pas trouvé de travail. Je suis le seul de notre famille à trimer comme un forcené pour nourrir tout le monde. Si on ne lui organise pas un bel anniversaire, comment maman pourra-t-elle regarder? Ses amis de l'église en face? Tu es la belle-fille de cette famille. Quel est le problème à dépenser un peu d'argent pour tes beaux-parents, et leur montrer du respect? Tu pleures pour quelques misérables billets, et un peu d'attention? Quel égoïste tu fais! Je me demande vraiment comment j'ai pu épouser une femme aussi sans cœur. Il la toisa avec mépris, comme si elle était une personne avec qui toute discussion était impossible. Ensuite, il tourna les talons et s'enferma dans la chambre à pas lourd, claquant la porte derrière lui avec fracas. Dans le salon, seuls les rires artificiels des spectateurs à la télévision faisaient écho. Amélie retira lentement ses chaussures, et posa son sac de voyage par terre. En entrant dans la cuisine, elle enfila des gants de caoutchouc, et commença à débarrasser la table des boîtes de nourriture. Les restes froids, figés, et la graisse collaient à ses gants, lui soulevant le cœur. Elle tria les déchets, écrasa les canettes de bière vides, humidifia une éponge, et nettoya soigneusement la table. Elle ne versa pas une seule larme. Quelques jours plus tard, un samedi matin, Damien dormait dans la chambre. Son ronflement bruyant s'entendait jusqu'au salon. Amélie triait l'armoire, pour préparer le changement de saison. Du fond de la penderie, elle sortit quelques-uns de ses costumes, dans le but de les porter au pressing. Par réflexe, en glissant la main dans la poche intérieure d'une veste, elle sentit une liasse de papier épais. Amélie la sortit. Sur le dessus, se trouvait une enveloppe bancaire. Elle n'était pas ouverte, mais sur le recto, une demande de remboursement de dette était imprimée en grosses lettres rouges. Ses doigts se figèrent une fraction de seconde. Ensuite, elle déchira l'enveloppe et en examina le contenu. C'était une lettre de mise en demeure, provenant d'un organisme de crédit à la consommation. Débiteur, Damien Leroy. Montant du crédit, 25 000 €. Les retards de paiement s'accumulaient déjà depuis plus de 2 mois. Amélie cessa de respirer pendant une seconde. 25 000 €? Quand avait-il eu le temps de contracter un prêt aussi énorme? Elle déplia rapidement les autres documents, cachés sous la lettre. Il s'agissait d'un épais contrat de réservation. Adresse, Paris, rue. Acheteur, Marine Leroy. Apport personnel bloqué, 225 000 €. Amélie fixa longuement le nom, Marine Leroy, la petite sœur de Damien.
À 29 ans, elle vivait encore au crochet de ses parents, passait ses journées à ne rien faire, et se plaignait sans cesse de l'humidité de leur vieil appartement, tout en rêvant d'un luxueux studio dans le centre de la capitale. Un apport de 225 000 euros, un crédit personnel de 25 000 euros pour Damien. Mais alors, d'où venait le reste de l'argent? Soudain, un déclic se produisit dans l'esprit d'Amélie. Elle laissa tomber la veste et s'approcha de la porte de la chambre. S'assurant que le ronflement régulier continuait de s'en échapper, elle fit demi-tour et se dirigea vers le bureau. En ouvrant le tiroir du bas, elle sortit le carnet d'épargne de leur compte commun, ouvert juste après leur mariage. Elle l'ouvrit à la dernière page. 2 mois auparavant, les 200 000 euros, qu'ils avaient économisés à la sueur de leur front pour acheter un appartement, avaient été retirés en un seul virement. Solde, 0. Amélie se laissa glisser sur le sol. Elle était tétanisée, serrant le livret d'épargne avec une telle force qu'une profonde marque rouge resta gravée dans la paume de sa main. Ce n'était pas qu'il manquait d'argent pour l'anniversaire de sa mère. Il avait secrètement vidé leur compte commun, destiné à l'achat de leur logement, et s'était même endetté. Tout cela, dans le seul but de payer l'apport pour l'appartement de sa sœur, obsédée par les apparences. Et maintenant, il exigeait avec arrogance qu'elle lui cède ses dernières économies de jeune fille, simplement pour sauver la face de sa mère. Aux yeux de Damien, les parents d'Amélie ne méritaient même pas une corbeille de fruits. En revanche, l'argent patiemment épargné par sa femme n'était qu'une ressource qu'elle se devait de livrer inconditionnellement à sa belle famille. Tout cet argent n'existait que pour entretenir ce gouffre sans fond qu'était sa famille. Dring, dring. Son smartphone, laissé dans le salon, se mit à sonner. L'écran affichait le nom de sa belle-mère. Assise par terre, Amélie regardait en silence l'écran s'allumer, puis s'éteindre. Une seconde avant que l'appel ne coupe, elle se leva, s'approcha, et appuya sur le bouton de réponse. « Eh bien, Amélie, qu'est-ce que tu fabriques ?» La voix autoritaire et stridente de sa belle-mère, Geneviève, résonna depuis le combiné, fidèle à elle-même. « Damien m'a dit que tu n'as toujours pas réservé le restaurant. Tu as perdu la tête? Tu veux que je sois humiliée devant toutes mes amies de la paroisse? » Geneviève, la location s'est avérée plus chère que prévu. Je regarde encore d'autres options, répondit Amélie, d'une voix étonnamment calme, presque douce. Quelles autres options? Réserve immédiatement le plus chic dans le centre. Madame Martin, de l'église, m'a tout raconté. C'est là-bas qu'on sert la meilleure cuisine, et c'est très prestigieux. J'ai déjà appelé tous les invités, alors n'invente pas d'excuses et fais ce qu'on te dit. La belle-mère marqua une pause, avant d'ajouter d'un ton encore plus venimeux, et autre chose. Tu dois absolument louer une belle robe de soirée pour la fête. La plus élégante que tu pourras trouver. Choisis une couleur sobre, distinguée. Ne t'avise surtout pas de mettre un truc brillant, pour essayer de m'éclipser. Quand les invités arriveront, tu te tiendras à l'entrée, pour les accueillir poliment. Tu t'inclineras bien bas. Et quand nous passerons à table, n'essaie même pas de t'asseoir. Tu resteras debout à côté, tu serviras à boire aux invités, et tu feras le service. Que tout le monde voie à quel point notre famille a bien éduqué sa belle-fille. Oui, Geneviève, j'ai bien compris. Et pour les cadeaux des invités? Achète les coffrets les plus chers, avec du caviar et du champagne, chez Fauchon. N'essaie même pas de faire des économies en refilant des babioles bon marché. Bref, je dois filer à l'église, alors vas-y immédiatement et paie tout ça. L'appel fut coupé. Amélie abaissa lentement le téléphone. Fixant l'écran noir, elle ouvrit l'application dictaphone. La conversation qui venait d'avoir lieu était intégralement enregistrée. Elle retourna dans la cuisine, se versa un grand verre d'eau glacée, et le but sec. Le liquide froid lui brûla la gorge, mais lui éclaircit les idées. Elle reprit son téléphone, et appela Damien, qui dormait derrière la porte de la chambre. Au deuxième bip, il répondit. « Quoi encore ?» Une forte irritation perçait dans sa voix ensommeillée. « Je dors. Pourquoi tu m'appelles depuis l'autre pièce, Amélie ?» Sans prêter attention à son ton, Amélie appuya sur le bouton d'enregistrement. « Chérie,
ta mère vient de m'appeler. Elle m'a dit de réserver absolument le restaurant le plus cher du centre, et de commander les meilleurs coffrets de caviar en cadeau. J'ai fait le calcul, mais 10 000 € ne suffiront jamais pour tout ça, dit-elle, la voix empreinte de désarroi et de tristesse. Merde, s'il n'y a pas assez, qu'est-ce que je suis censé faire? Prendre un crédit. Tu as bien un plafond autorisé sur tes cartes de crédit, non? Lâcha paresseusement Damien. Mais nous avons bien 200 000 € sur notre compte commun. On pourrait peut-être piocher dedans pour l'anniversaire de ta mère? De toute façon, cet argent est pour l'appartement, ça ne fait rien si on en dépense un peu. Tu es complètement folle? La voix de Damien monta jusqu'au plafond, son sommeil s'évaporant instantanément. Pour quelle raison je toucherais à cet argent? Je l'ai déjà entièrement retiré. Il ne reste plus un centime. Retiré? Mais où as-tu dépensé une somme aussi colossale? La voix d'Amélie trembla de façon presque imperceptible. J'ai payé l'apport pour l'appartement de Marine, hurla-t-il, l'air de trouver cela tout à fait naturel. Notre Marine cherche actuellement du travail dans le centre. Elle va devoir côtoyer des gens respectables. Comment pourrait-elle continuer à vivre dans ce trou humide? C'est ma propre sœur. Quel est le mal à ce que je l'aide à se loger, en tant que grand frère? Mais c'est notre argent commun, celui que nous avons gagné ensemble à la sueur de notre front. Tu as tout donné à ta sœur dans mon dos? Et quand mon père était sur la table d'opération, tu n'as pas donné un centime pour l'aider. Mais tu comprends la situation ou pas, renacla Damien. Ça coûte combien, ton opération pour enlever une appendicite? Des broutilles. Il va prendre des cachets pendant quelques jours, et il sera guéri. Alors que le problème de logement de Marine, c'est l'avenir de ma sœur qui est en jeu. Et pour être honnête, la majeure partie de cet argent, c'est moi qui l'ai gagné, pendant que je te nourrissais. En quoi ça te regarde, la façon dont je le dépense? Tu oses comparer la petite opération sans importance de ton père, avec l'achat d'un appartement de stand-in pour Marine? Dis au moins des choses sensées. Donc, laisse-moi résumer. Dans mon dos, tu as vidé notre compte commun de ces 200 000 €, tu as contracté une dette de 25 000 €, et maintenant, tu exiges que je te donne encore 10 000 € pour l'anniversaire de ta mère? Et alors? Tu es la belle-fille de cette famille, et il est de ton devoir de t'occuper de l'anniversaire de ta belle-mère avec ton propre argent. Arrête de bavarder. La ferme, et va réserver ce restaurant. Si, par ta faute, l'anniversaire de ma mère tombe à l'eau, tu auras affaire à moi. Retiens bien ce que je te dis. Il raccrocha violemment. Amélie regarda l'écran de son smartphone, et appuya sereinement sur le bouton « Stop ». L'enregistrement était sauvegardé. Elle leva la tête pour regarder le ciel gris de Paris. La dernière étincelle de chaleur dans son regard s'était éteinte. Tous ses espoirs concernant ce mariage, toutes les humiliations qu'elle avait ravalées pour préserver la paix dans le foyer, s'étaient transformées en une gigantesque farce. Elle retourna dans la chambre, ouvrit le placard, et ressortit son sac de voyage. Les jours suivants, une paix étrange régna dans cet appartement mal rangé. Amélie ne parla plus d'argent, et ne se lança dans aucune dispute avec Damien. Elle se rendait assidûment au travail, le soir, elle s'occupait des tâches ménagères en silence. Damien s'imaginait que sa femme avait reconnu ses torts et fait des concessions. Ce n'était pas surprenant, au cours de leurs 3 années de mariage, après chaque dispute, c'était toujours Amélie qui faisait le premier pas pour se réconcilier. Le mercredi soir, Damien regardait un match de football, affalé sur le canapé. Amélie était assise à table, pianotant sur son téléphone. Elle ouvrit la conversation de groupe intitulée « Famille Leroy ». Y figurait Damien, la belle-mère Geneviève, et la belle-sœur Marine. Amélie copia le lien d'une page web et l'envoya dans le groupe. C'était le lien du site officiel du restaurant de gastronomie le plus cher du centre. Ensuite, elle tapa le message suivant. J'ai réservé la salle. J'ai pris le plus grand salon VIP pour 80 personnes. J'ai choisi le menu le plus prestigieux, avec du homard et du caviar. Geneviève, ne vous inquiétez pas, l'endroit sera digne de vous. Je superviserai le reste également, pour que votre anniversaire se déroule à la perfection.
10 secondes plus tard, les réponses affluèrent dans le groupe. La belle-sœur, Marine, envoya des émojis enthousiastes. « Waouh, notre Amélie est la meilleure. Je voulais tellement aller dans ce restaurant, les prix y sont exorbitants. » La belle-mère, Geneviève, envoya un message vocal. Amélie appuya sur lecture, et la voix triomphante de la vieille femme retentit du haut-parleur. « Voilà qui est mieux. Tu as enfin retrouvé la raison. Grâce à toi, je vais pouvoir snober mes amis de la paroisse. N'oublie pas les cadeaux, ni ma robe. » Amélie tapa sa réponse. « Oui, Geneviève, ne vous inquiétez pas. Tout est commandé et sera livré directement au restaurant, le jour de la fête. » Damien, toujours allongé sur le canapé, vit les messages défiler et ricana de satisfaction. « Tu aurais dû faire ça depuis longtemps. Tu as ruiné l'ambiance de la maison pour rien. Ça veut dire que tu as tout payé ? » « Oui, j'ai versé un acompte de 2000 €, répondit Amélie, sans lever la tête. Cependant, sur le navigateur de son téléphone, la page de réservation en ligne du restaurant était toujours ouverte. Elle avait saisi de fausses coordonnées, copié le lien généré automatiquement, puis l'avait envoyé dans le groupe, avant de fermer tout simplement l'onglet. Elle n'avait pas déboursé un seul centime d'acompte, et n'avait absolument rien validé avec le gérant. Sa demande de réservation serait automatiquement annulée par le système au bout de 30 minutes, faute de paiement. Amélie posa son téléphone et entra dans la chambre. Fermant hermétiquement la porte, elle sortit un petit coffret de sous le lit. À l'intérieur, reposaient quelques bijoux en or et un collier de diamants, qu'elle s'était offert avec son propre argent avant le mariage. Elle les emballa soigneusement dans la poche intérieure de son sac de voyage. Elle y glissa également sa carte salaire, le livret d'épargne qu'elle alimentait depuis sa jeunesse, ainsi que son passeport. Allumant son ordinateur portable, elle transféra tous les enregistrements audio des conversations, les photos des lettres de créanciers, les copies du contrat de réservation et les captures d'écran, vers un espace de stockage cloud crypté. Pendant tout ce temps, elle ne prononça pas un seul mot. Elle agissait avec le calme et la précision d'un robot. L'anniversaire était prévu pour le dimanche soir suivant. Le jeudi matin, Amélie posa un verre de lait chaud sur la table et, regardant Damien nouer sa cravate, elle lui dit sereinement. « Il y a un contrat urgent avec un gros client au travail. On m'envoie en voyage d'affaires à Nice. » Les mains de Damien se figèrent. Il fronça les sourcils et se retourna. « En voyage d'affaires ? C'est l'anniversaire de ma mère ce week-end, et tu pars en déplacement ? Et si quelque chose se passe mal avec le restaurant ou les cadeaux, je fais quoi, moi ? C'est juste une vérification de documents. Je rentrerai samedi soir. Ça n'aura aucun impact sur la fête de dimanche. La salle et les cadeaux sont entièrement réglés, vous n'aurez qu'à vous présenter au restaurant. » Bon, d'accord. Alors vas-y et rentre vite. Fais en sorte que je ne me tape pas la honte. Damien ne posa pas plus de questions, attrapa sa mallette et sortit. Amélie, fixant la porte qui venait de claquer, prit le verre de lait et vida le tout dans l'évier. Elle retourna dans la chambre, et empoigna la poignée de son sac de voyage préparé à craquer. Il ne contenait que ses effets personnels et ses vêtements. Elle n'emporta rien de cette maison, et n'y laissa aucun objet de valeur. Vêtue d'un trench coat léger et de lunettes de soleil, elle sortit de l'appartement en faisant rouler sa valise. Derrière elle, la serrure se referma avec un petit clic joyeux. Dans le hall des départs de l'aéroport international de Roissy, il y avait du bruit et de la foule. Les annonces de vol résonnaient continuellement dans les haut-parleurs. Amélie fit rouler sa valise jusqu'au comptoir d'enregistrement. « Bonjour. Je dois m'enregistrer pour mon vol. » Elle tendit son passeport. L'hôtesse de la compagnie aérienne le prit avec un sourire rayonnant. « Oui, bien sûr. Papette, Tahiti. Un billet aller simple, c'est bien cela ? » ?»« Oui, c'est exact. » Une fois sa carte d'embarquement en main, Amélie s'approcha d'une poubelle près du comptoir. Elle sortit son téléphone, retira la coque d'un geste habituel, et en extirpa la carte SIM. Fixant la minuscule puce, elle la brisa en deux de toutes ses forces. Cric.
La carte SIM cassée tomba au fond de la poubelle. Amélie fit demi-tour, prit sa valise, et se dirigea vers la zone de contrôle de sécurité sans se retourner. À travers l'immense baille vitrée, un avion qui venait de décoller, le nez pointé vers le haut, perçait les nuages gris de Paris pour atteindre le ciel bleu. Pendant ce temps, il restait exactement 3 jours avant le grandiose anniversaire de la famille Leroy. Dimanche, 17h. La belle-mère parcourait, avec une lenteur exagérée, les 500 mètres qui séparaient la station de métro du luxueux restaurant, en plein centre de Paris. Elle portait une robe de soirée bordeaux hors de prix, louée dans une boutique de luxe. L'ourlet était si long qu'à chaque pas, elle devait le soulever avec ses doigts gantés de blanc. Elle ralentissait délibérément le rythme pour rester au centre de la foule. Grâce à cela, elle était entourée, telle une cour royale, par les amis les plus aisés de sa paroisse et par sa famille. Oh, Geneviève, quel éclat! On voit tout de suite que c'est une pièce de créateur, s'exclama madame Martin en marchant à ses côtés, les yeux rivés sur les broderies délicates ornant le buste de la belle-mère. Celle-ci releva aussitôt le menton avec fierté. Un sourire de triomphe s'épanouit sur ses lèvres, creusant les rides au coin de sa bouche. Eh bien, que voulez-vous? C'est ma belle-fille qui a tant insisté. Je lui ai dit, un anniversaire reste un anniversaire, je vais m'habiller simplement. Mais elle n'a rien voulu savoir. Maman, m'a-t-elle dit, vous avez trimé pour nous toute votre vie. Un jour pareil, où toute la famille et les amis sont réunis, nous devons faire honneur au rang de notre famille. Quelle belle-mère comblée vous faites, fit une autre dame en claquant la langue. Où trouve-t-on de nos jours des belles filles prêtes à débourser 10 000 € pour l'anniversaire de leur belle-mère, sans même discuter? La mienne me lâche quelques centimes pour les fêtes, et encore, avec une tête d'enterrement, comme si elle me faisait l'aumône. C'est sûrement une question de bonne éducation, dit la belle-mère en tapotant le bras de madame Martin. Elle éleva la voix de quelques tons, pour s'assurer que toute la famille marchant derrière elle l'entende. En partant, n'oubliez surtout pas de récupérer vos cadeaux. Ma belle-fille a commandé pour chacun de vous un coffret avec le meilleur caviar et du champagne. Tout a déjà été livré au restaurant. Un murmure d'admiration parcourut l'assemblée. Le dos de la belle-mère se redressa encore davantage. Damien marchait légèrement en retrait de sa mère. Pour l'occasion, il était allé chez le coiffeur et portait un costume sur mesure hors de prix, qu'il réservait d'ordinaire pour les grandes occasions. En entendant ses proches faire les louanges de sa femme, il ne ressentait pas la moindre once de honte. Au contraire, avec un air plein de dignité, comme si tout cela lui était dû, il réajusta sa cravate. Marine fermait la marche, perchée sur des talons aiguilles de 8 centimètres. Elle n'arrêtait pas de prendre des selfies, exhibant sa nouvelle robe de créateur et le sac à main que son frère lui avait acheté, tout en râlant sans discontinuer. « Frérot, pourquoi ta femme a-t-elle réservé un restaurant aussi loin? J'ai déjà des ampoules plein les pieds pour préserver notre statut. Qu'est-ce que tu y connais? Bientôt, tu emménageras dans ton appartement en plein centre, et tu pourras fréquenter ce genre d'endroit tous les jours, siffla Damien en jetant un regard sévère à sa sœur. Le groupe, l'air important, franchit les portes vitrées du hall du restaurant. Immédiatement, ils furent enveloppés par le parfum d'un diffuseur de luxe et l'air frais de la climatisation. Au centre du hall, une fontaine décorative murmurait, tandis que des serveurs en uniforme élégant s'affairaient autour d'eux. La belle-mère, s'arrêtant au milieu du hall, balaya l'entrée du regard. Son sourire triomphant commença à s'effacer lentement de son visage. Conformément à ses consignes strictes, cette gamine aurait dû se tenir à l'entrée à cet instant précis, vêtue d'une robe de soirée, et accueillir chaque invité avec une révérence à 90 degrés. Mais il n'y avait que le maître d'hôtel à l'accueil, et pas l'ombre de sa belle-fille. « Damien, où est ta femme ?» Le visage de la belle-mère s'assombrit, et elle se tourna vers son fils. Damien fronça également les sourcils. Il inspecta le hall et fit claquer sa langue, agacé. Elle doit être en haut, dans le salon VIP, en train de vérifier le dressage des tables. Maman, ne t'inquiète pas, tu sais bien qu'elle est perfectionniste. Elle est peut-être en train de recompter les cadeaux, pour s'assurer qu'il ne manque rien. Il tenta de rassurer sa mère, sortit son téléphone de sa poche, et composa le numéro de sa femme.
La voix mécanique et glaciale d'un serveur vocal résonna, le téléphone de votre correspondant est éteint. Damien éloigna l'appareil de son oreille et regarda l'écran avec étonnement. Ses sourcils se froncèrent davantage. Éteint? Pourquoi éteindrait-elle son téléphone à un moment aussi crucial? Allez, laisse tomber. Elle doit être débordée là-haut, dit la belle-mère, refoulant l'irritation qui montait en elle. Se retournant, elle afficha de nouveau un sourire accueillant. D'un geste de la main, elle fit signe aux 50 invités qui patientaient derrière elle. « Bien, je vous prie de me suivre au premier étage. Nous avons réservé le plus grand salon VIP de ce restaurant. Aujourd'hui, mes chers amis, détendez-vous et mangez à volonté. » Les invités la suivirent en empruntant l'escalier en colimaçon menant à l'étage. Tout au bout du couloir, se dressait une porte massive en bois sculpté, large d'au moins 2 mètres. Au-dessus, une plaque indiquait le nom du salon. « C'est ici », déclara Damien en s'avançant. Il saisit la poignée en laiton et poussa violemment les lourds battants vers l'intérieur. « Je vous en prie. » Les mots restèrent coincés dans sa gorge. La salle était plongée dans l'obscurité. Aucune lampe n'était allumée dans l'immense salle de banquet. Seule la faible lueur provenant du couloir éclairait faiblement le parquet sombre. L'air n'embaumait ni le homard rôti, ni les bouillons parfumés. Il ne flottait qu'une légère odeur de javel. Il n'y avait ni table dressée, ni vaisselle élégante. Les chaises étaient retournées, les pieds en l'air, et empilées sur des tables rondes repoussées dans un coin. L'estrade était vide, il n'y avait même pas la moindre banderole de félicitations. La salle entière ressemblait à un entrepôt désaffecté, froide, déserte, et d'un silence effrayant. La famille et les amis qui les suivaient s'arrêtèrent également à l'entrée, perplexes. Oh, que se passe-t-il? Ils n'ont pas encore mis la table, et la lumière est éteinte. On s'est peut-être trompé de salle? Damien, tu avais pourtant dit qu'elle avait tout réservé. Des murmures commencèrent à parcourir l'assemblée. Le sourire disparut définitivement du visage de la belle-mère. Elle se retourna brusquement, et fusilla son fils du regard. Ta femme a dit qu'elle avait tout payé. Que signifie tout cela? Sa voix perçante résonna en écho dans le couloir vide. Damien, abasourdi, se précipita dans la salle plongée dans le noir, cherchant à tâtons un interrupteur sur les murs. Clic, la lumière blanche et crue des néons fluorescents illumina le spectacle pathétique de cette salle vide. Il n'y avait pas la moindre trace de coffret cadeau. Il n'y avait même pas une chaise pour s'asseoir. C'est impossible. Elle a pourtant envoyé la capture d'écran de la confirmation de paiement dans notre groupe familial. Damien sortit fiévreusement son téléphone, et ouvrit la conversation. Oui. Le lien de réservation et le message confirmant la compte étaient bien là. À cet instant, des pas calmes et lourds retentirent à l'autre bout du couloir. Un homme d'âge mûr, vêtu d'un costume strict et portant un badge de directeur, s'approchait d'eux à vive allure. Il était suivi de 2 agents de sécurité imposants. « Cher client, que faites-vous ici? Ce salon n'est pas réservé pour aujourd'hui, » déclara le directeur, d'une voix très polie, mais ferme et glaciale. Damien, comme s'il s'accrochait à une bouée de sauvetage, courut vers lui en lui brandissant l'écran de son smartphone sous le nez. « Comment ça, pas réservé? Comment travaillez-vous, bon sang? C'est l'anniversaire de ma mère aujourd'hui. Ma femme, Amélie Dubois, a réservé depuis longtemps votre plus grande salle et commandé votre meilleur menu. Et vous n'avez même pas dressé les tables. Vous refusez de faire votre travail ou quoi? » Le directeur fronça légèrement les sourcils et recula d'un pas, pour esquiver le téléphone. Il tapota à plusieurs reprises l'écran de sa tablette. Cliente, Amélie Dubois. C'est bien cela? Oui, c'est ma femme. Appelez immédiatement le personnel et dressez les tables, hurla Damien, le visage empourpré. Le directeur leva la tête, balaya du regard la foule d'invités sur leur 31 et complètement déboussolé à l'entrée, puis posa à nouveau les yeux sur Damien. « Monsieur, je vous prie de ne pas faire de scandale dans le couloir. La cliente, Amélie Dubois, a effectivement soumis une demande de réservation pour cette salle, via notre site officiel, il y a 4 jours.
Le directeur lui montra l'enregistrement sur sa tablette. Cependant, conformément au règlement de notre restaurant, il est impératif de verser un acompte équivalent à 30% du montant total dans les 30 minutes, afin de confirmer la réservation. Le doigt du directeur pointa une inscription rouge sur l'écran. Votre épouse n'a pas versé le moindre centime. Conformément aux règles du système, la demande a été automatiquement annulée au bout de 30 minutes. Nous n'avons reçu aucune commande de menu ou de cadeau non plus. La salle est actuellement libre, et des représentants d'une autre entreprise vont bientôt arriver pour visiter les lieux. Je vous demande donc de bien vouloir quitter les lieux immédiatement. Les mots du directeur s'abattirent comme un marteau invisible sur les tympans de toutes les personnes présentes. Pendant 10 secondes, un silence de mort régna dans le couloir. Pas versé d'acompte. Automatiquement annulé, balbutia Damien, fixant d'un air hébété l'inscription rouge sur l'écran de la tablette. Ce n'est pas possible, c'est tout simplement impossible. Tu mens, hurla soudain la belle-mère. Soulevant le PN de sa robe, elle accourut, bouscula grossièrement Damien, pointant un doigt accusateur vers le visage du directeur, se mit à crier. Arrêtez de dire des bêtises. Vous savez qui je suis? Je suis une cliente VIP. J'ai un banquet pour 80 personnes ici. Ma belle-fille n'a pas pu ne pas payer. Elle avait 10 000 € prévus pour ça. C'est une erreur de votre système, ou alors vous avez manigancé tout ça exprès, pour nous soutirer encore plus d'argent. Même face à une telle crise d'hystérie, le directeur resta de marbre. Après des années à travailler dans un restaurant luxueux, il en avait vu d'autres. Madame, nos registres électroniques sont infalsifiables. Si vous avez des doutes, contactez la cliente, Amélie Dubois, et demandez-lui de vous fournir un reçu de paiement ou une preuve de virement. Si vous n'avez aucun document justificatif, je vous prie de partir. Vous perturbez le fonctionnement du restaurant. Contactez. Les mains de Damien se mirent à trembler. Il composa à nouveau le numéro de sa femme. Le téléphone de votre correspondant est éteint. Il ouvrit frénétiquement sa messagerie pour l'appeler via Internet. Mais une notification, ornée d'un point d'exclamation rouge, apparut sur l'écran. Cet utilisateur vous a retiré de sa liste de contacts. L'envoi de messages est impossible. Le visage de Damien devint instantanément blanc comme un linge. Il resta figé, et son smartphone glissa de sa paume, tombant lourdement sur la moquette. Ce n'est qu'à cet instant que les proches et amis restés à l'entrée comprirent ce qui venait de se passer. Des murmures, tels des vagues, traversèrent la foule et frappèrent la belle-mère dans le dos. Mon Dieu, quelle honte! C'est la plus grande arnaque du siècle. Je le savais bien. Cette famille a toujours compté ses sous, et d'un coup, il s'offre le restaurant le plus cher. Comment cela se pourrait-il? Ils n'avaient même pas d'argent pour la compte. Et ils se sont vantés partout que la belle-fille avait déboursé 10 000 €. J'en meurs de rire. Quand on n'a pas un sou, on ne joue pas au châtelain. J'ai même raté la messe de dimanche pour ce dîner, j'ai juste perdu mon temps. Partons d'ici, on va se couvrir de ridicule avec eux. Madame Martin, qui n'avait cessé de flatter la belle-mère, recula de 2 pas, comme si elle était atteinte de la lèpre. Elle la toisa avec mépris de la tête aux pieds, avec un sarcasme non dissimulé, déclara. Eh bien, Geneviève, quelle belle fille attentionnée vous avez là. On ne vous a même pas trouvé une chaise pour vous asseoir. Sur ce, célébrez donc votre anniversaire toute seule, nous nous en allons. Sur ces mots, elle tourna les talons et se dirigea vers l'escalier. Les autres dames, secouant la tête, se dispersèrent également. Sans même dire au revoir, les membres de la famille, mourant de honte, se faufilèrent discrètement le long des murs et disparurent. Ne partez pas. Où allez-vous tous? C'est mon anniversaire aujourd'hui. La belle-mère tendait les bras vers ceux qui s'éloignaient, mais elle ne brassait que de l'air froid. Sa poitrine se soulevait lourdement, et son cou devint écarlate. Elle se retourna d'un coup sec, vit son fils figé comme une statue, se rua sur lui, et se mit à le marteler frénétiquement de coups de poing sur le dos et les épaules. Ah, misérable! Tu n'es même pas capable de retenir ta propre femme. Où est-elle? Elle a traîné mon nom dans la boue.
Trouve-la immédiatement, je vais la mettre en pièces de mes propres mains. La belle-mère, comme possédée, agrippa les revers de la veste de son fils, et ses cris perçants résonnèrent dans le couloir. Marine, qui se tenait à côté, regardait tour à tour sa robe de soirée, son sac à main, et le couloir vide. Soudain, elle s'effondra sur le sol et fondit en larmes. « Frérot, comment as-tu pu organiser tout ça? J'ai déjà posté sur tous mes réseaux sociaux que j'allais manger du homard ce soir. Mes copines vont bientôt arriver, qu'est-ce que je vais leur dire? Quel cauchemar! Elle m'a humiliée devant tout le monde. » Les hurlements de sa sœur vrillaient les tympans de Damien, tandis que sa mère le secouait. Il regardait en silence le point d'exclamation rouge clignotant, sur l'écran de son téléphone tombé à terre. Cela ressemblait à une moquerie face à sa propre stupidité. Et là, il comprit. Ce jour où elle avait emporté tous ses vêtements, soi-disant au pressing. Ce silence étrange lors des dîners de ces derniers jours, et ce mensonge imperturbable au sujet d'un voyage d'affaires à Nice. Sa femme n'avait jamais fait de concession. Elle n'avait ni toléré, ni accepté la situation. Elle s'était enfuie en emportant tout l'argent, tout en déversant un seau de boue sur cette vanité pitoyable qu'ils essayaient si désespérément de protéger. Elle était tout simplement partie. « Ah !» Amélie, hurla la belle-mère, à s'en déchirer les poumons. À cet instant, son cri se brisa dans un râle rauque. Les yeux de la belle-mère sortirent de leurs orbites. La couleur pourpre quitta son visage, remplacée par une pâleur cadavérique bleutée. Ses mains, qui agrippaient la veste de son fils, se desserrèrent, et elle porta les mains à sa nuque. « Maman, maman, qu'est-ce qui t'arrive ?» Damien sortit enfin de sa torpeur. Les lèvres de la belle-mère tremblèrent, mais aucun son n'en sortit. L'humiliation extrême et la rage avaient fait grimper sa tension artérielle à un niveau critique. Ses jambes se dérobèrent, tel un sac inerte, elle commença à basculer en arrière. « Maman !» Sous les cris désespérés de Damien et de Marine, le corps de la belle-mère s'effondra sur la moquette. Sa coiffure sophistiquée se défit. Une épingle à cheveux dorés tomba et roula sur le côté. Dans la panique, Marine marcha dessus avec son talon, et l'épingle se brisa en deux. Le directeur, observant froidement cette tragicomédie, fit un signe de tête aux agents de sécurité. « Appelez le SAMU, et aidez-les à rassembler leurs affaires pour sortir du restaurant. Faites attention, qu'ils ne salissent pas la moquette. » Une semaine plus tard. Le bureau d'un cabinet d'avocats, situé au 18e étage d'un gratte-ciel, en plein centre de Paris. Amélie était assise à une grande table de réunion, repoussant sur le côté une tasse de thé refroidi. Elle portait le même trench-coat que le jour où elle avait quitté la maison, arborant un visage si serein qu'on aurait cru qu'elle s'informait de la météo du lendemain. En face d'elle, était assis un avocat spécialisé dans les procédures de divorce, d'un certain âge. Il réajusta ses lunettes et inséra une clé USB noire dans son ordinateur. « Madame Dubois, j'ai déjà analysé tous les éléments que vous m'avez fournis, » dit l'avocat en cliquant sur sa souris. Une liste de fichiers, soigneusement classés par date, apparut à l'écran. Ces enregistrements audio constituent des preuves particulièrement précieuses. Monsieur le roi avoue de sa propre bouche qu'il a retiré l'argent de votre compte commun. Sans votre autorisation, afin de payer l'apport pour l'appartement de sa sœur. C'est 225 000 €, qui sont enregistrés au nom de Marine Leroy. Le doigt d'Amélie tapota doucement la table. Est-il possible de les récupérer? Absolument, répondit l'avocat en sortant une épaisse liasse de documents imprimés. Il s'agit d'un cas flagrant de dissimulation et de détournement de biens communs. Mais le plus stupéfiant, c'est qu'il a contracté un prêt de 25 000 € dans votre dos. Selon la loi. C'est une dette qui lui est propre, et qui ne vous concerne en rien. La première chose que nous allons faire, c'est de déposer une requête auprès du juge, afin d'ordonner une saisie conservatoire. L'avocat prit un stylo, et entoura la copie du contrat de réservation immobilière. Nous allons demander au tribunal de geler immédiatement les fonds de l'apport au nom de Marine Leroy. Ainsi, jusqu'à la fin de la procédure judiciaire, elle ne pourra pas retirer le moindre centime. N'importe quel promoteur, en recevant un avis de saisie,
refusera de s'embourber dans des litiges judiciaires, et mettra cette acheteuse à la porte pour rupture de contrat. Amélie, regardant les documents, s'autorisa enfin un léger sourire. Parfait. Dans ce cas, je compte sur vous. Lancez la procédure de divorce et la saisie simultanément. Je n'ai que faire d'une misérable pension alimentaire. Je veux simplement récupérer ma moitié du patrimoine. Quant à l'autre moitié, qu'elle soit saisie par les charmants messieurs de la société de crédit. L'avocat opina du chef. Les documents seront signifiés dans les 3 jours. Pour votre mari et sa famille, la surprise arrivera dès demain ou après-demain. Marine Leroy était allongée sur le canapé de son nouvel appartement, écoutant de la musique à fond, un masque de beauté sur le visage. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire que maman ait eu une attaque ce jour-là? Mon frère dort à l'hôpital de toute façon, et moi, je peux me prélasser dans cet appartement spacieux et lumineux. Tout ça ne me regarde pas, on sonna à la porte avec insistance. Qui ça peut bien être? Une livraison, pensa Marine, agacée. Elle arracha son masque, traînant des pieds dans ses chaussons, alla ouvrir. Derrière la porte, ce n'était pas un livreur. Se tenaient là 2 hommes en costume noir strict, des huissiers de justice ainsi que le promoteur immobilier, rouge de colère. Marine Leroy. L'un des huissiers lui mit sous le nez un document orné d'un tampon rouge. Sur ordonnance du tribunal, dans le cadre d'une plainte pour dissimulation de biens communs, vos avoirs sont saisis. Votre apport de 225 000 €. Actuellement détenu par le promoteur, est gelé à compter de cet instant. Vous ne pouvez plus en disposer jusqu'à la clôture du procès. Marine resta pétrifiée, la mâchoire pendante, l'air stupide. Des gouttes d'essence de son masque tombaient sur le sol. Quoi? Une saisie? Quelle plainte? De quoi parlez-vous? C'est de l'argent que mon frère m'a donné. Sans attendre qu'elle termine, le promoteur s'avança et siffla, la regardant comme on regarde un insecte. Je me moque éperdument de savoir où vous avez volé cet argent. J'ai déjà reçu la notification officielle du tribunal. Je ne tolérerai pas que ma propriété soit mêlée à des saisies. Dans le contrat, cela est clairement stipulé comme une infraction de la part de l'acheteur. Vous avez 3 jours pour rassembler vos affaires et déguerpir d'ici. 3 jours? Non, mais où vais-je aller? Couina Marine en tentant d'agripper la manche de l'homme. Mais ce dernier retira son bras avec dégoût et s'éloigna sans se retourner, accompagné des huissiers. Dans le couloir vide de la résidence de luxe, seuls les sanglots désespérés de Marine faisaient écho. Le jour même, des invités indésirables firent irruption dans la petite entreprise où travaillait Damien. 6 ou 7 types au crâne rasé, vêtus de chemises bariolées, les bras couverts de tatouages, entrèrent avec assurance dans les bureaux. Celui de devant, un cure-dent à la bouche, donna un coup de pied dans la chaise de Damien. Damien Leroy. Pour votre prêt de 25 000 €, vous avez déjà 2 mois de retard. Avec les intérêts, ça monte à 37 000. On a entendu dire que votre petite femme s'est fait la malle, que votre mère est à l'hôpital. Et que l'appartement de la frangine a été saisi. Si vous ne réglez pas vos comptes avec nous aujourd'hui, on va devoir aller faire un tour dans le bureau de votre patron, pour discuter de l'avenir de votre emploi. Le cliquetis des claviers s'arrêta. Un silence étouffant s'abattit sur le bureau. Des dizaines de collègues, semblables à des lapins apeurés, dévisageaient Damien. Son visage avait pris une teinte gris cendré. Il ouvrait et fermait la bouche, incapable de prononcer le moindre mot. Sur son écran d'ordinateur allumé, dans le coin inférieur droit, la notification d'un nouveau message s'affichait. C'était une convocation du tribunal, l'informant de la demande de divorce et de la saisie de ses biens. Tous ses délits et son arrogance, étalés noir sur blanc, venaient d'arracher le dernier masque de décence qui lui restait. D'une main tremblante, il sortit son téléphone et, par habitude, composa pour la 1000e fois le numéro familier. Le téléphone de votre correspondant est éteint. Damien sentit son sang se glacer dans ses veines. Le monde se mit à tourner autour de lui. Il comprit alors, c'était sa propre vanité qui avait tout détruit. Cette femme, sur laquelle il hurlait,
qu'il commandait à la baguette, et dont il considérait la patience et les sacrifices comme acquis, venait, d'un seul coup, de couper l'oxygène à toute sa famille de parasites. 6 mois plus tard, par décision du tribunal, leurs biens communs furent intégralement partagés. Amélie récupéra tout ce qui lui revenait de droit, jusqu'au dernier centime et jusqu'au dernier bijou en or. Damien s'est retrouvé au chômage. Le jour même où les agents de recouvrement étaient venus au bureau, son patron, furieux, l'avait licencié. Pour rembourser ses dettes, il brada sur le bon coin ses montres et costumes de prix. Il alla jusqu'à voler et revendre le dernier collier en or de sa mère, toujours alitée à l'hôpital, pour faire taire les voyous. Il fut expulsé de l'appartement qu'il finançait grâce au dévouement d'Amélie et s'installa, traînant une vieille valise, dans une minuscule chambre de bonne sans fenêtre d'un vieux foyer de la banlieue parisienne. Les murs étaient si fins qu'il pouvait entendre son voisin tousser. Chaque matin, il devait se battre avec une dizaine d'autres hommes, pour avoir le droit d'utiliser des toilettes communes crasseuses, recouvertes de moisissures. Le sort de la belle-mère, Geneviève, fut encore plus tragique. L'histoire de son humiliation dans le restaurant gastronomique devint une légende au sein de sa paroisse, en l'espace d'une journée. Ses amis la bannirent de tout leur groupe de discussion, lorsqu'elle la croisait dans la rue, elle changeait de trottoir en se bouchant le nez avec dégoût. Incapable de se montrer en public, elle prit par la main Marine, elle aussi expulsée de son logement et laissée sans rien, pour retourner vivre dans leur vieil appartement en sous-sol. Elles y retrouvèrent cette même odeur familière d'humidité et de moisissure. Chaque nuit, lorsque résonnaient dans l'étroite pièce les cris hystériques de Marine, nostalgique de sa vie de luxe, la belle-mère n'avait d'autre choix que de s'asseoir en tailleur sur le vieux linoléum. Regardant la moisissure noire transparaître à travers le papier peint, elle se frappait la poitrine à coups de poing, en poussant des gémissements déchirants. Elle comprenait désormais jusqu'à la moelle, tout ce respect et ce statut social, dont elle était si fière, n'était qu'un château de sable bâti sur le sang et la sueur de sa gentille belle-fille. À l'instant même où elle avait, telle une bête sauvage, détruit de ses propres mains ses solides fondations, sa précieuse famille s'était transformée en un misérable tas de ferrailles rouillées. C'était à nouveau le matin du week-end. Une brise marine rafraîchissante filtrait par la fenêtre entr'ouverte de l'appartement, sur la côte marseillaise. Les informations matinales passaient à la télévision, le volume réglé au minimum. Amélie était paisiblement assise à table. Son père, complètement guéri, arrosait ses orchidées préférées sur le balcon, en fredonnant une chanson. Un bruit d'eau courante retentit depuis la cuisine. Le robinet se ferma, et sa mère fit son apparition. Elle posa devant Amélie une assiette en porcelaine blanche. Dans cette assiette, reposaient des pommes soigneusement coupées, parfaitement épluchées, tranchées en quartiers réguliers. Elles brillaient sous les rayons du soleil matinal. Mange un peu de fruits. Tu as l'air plus sereine lors de cette visite, dit sa mère en s'essuyant les mains sur son tablier, avant de s'asseoir en face d'elle. Amélie ne répondit rien, se contentant de sourire doucement. Sur l'écran de son smartphone, posé sur la table, s'affichait le solde de son compte bancaire, avec l'argent qui venait tout juste d'être viré par les huissiers. Une suite interminable de zéros. Cet argent ne serait plus jamais dépensé pour assouvir la vanité de quelqu'un d'autre, ni jeté dans un gouffre sans fond. Elle tendit la main, prit un quartier de pomme et croqua dedans. Dans un joyeux craquement, le jus sucré emplit sa bouche. Il n'y avait plus personne pour hurler en exigeant qu'on mette la table. Il n'y avait plus de dettes à rembourser pour couvrir les frais d'autrui. Il n'y avait plus cette prison infernale qui l'étouffait sous le nom hypocrite de « devoir filial ». À cet instant, en ce lieu, il n'y avait qu'un foyer des plus ordinaires, une table ordinaire, et une assiette de pommes préparée exclusivement pour elle. Amélie mâcha lentement, savourant la douceur du fruit. Puis, elle avança prudemment le doigt et appuya sur le bouton latéral de son smartphone. Clic, dans l'écran noir, comme dans un monde à jamais verrouillé, sombrèrent toutes les blessures du passé et les souvenirs de son impitoyable exploitation. Ces pommes sont vraiment très douces, dit-elle en levant les yeux vers sa mère, et elle lui offrit un sourire éclatant.